France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre talk de fin d'après-midi, votre rendez-vous le LGF jusque 18h, ravi de vous retrouver à nouveau jusque 18h avec une belle équipe aujourd'hui pour vous accompagner, quelques revenants de vacances tout bronzés, à l'image de monsieur Enver de Santos. Comment ça va Enver? Bonjour, ça n'était pas exactement des vacances, mais bon, tranquille. Oui, il était côté de l'île de Poté, bien. pour donner un petit indice. Ah, exactement. Et toi, comment ça va, Christophe? Ça va très bien Enver, ça fait un petit moment. Ah, grave, ça fait un petit moment, quelques petits soucis de santé, quelques petits soucis administratifs, mais ça va beaucoup mieux, donc je suis très heureux d'être retour à l'antenne. Je ne sais pas si tu feras aussi fort que Fatima Wassak hier dans son avis tranché. Ça va être dur. Véritablement cartonné pour ceux qui n'ont pas vu, je sais pas de quelle planète vous venez, parce que là pour le coup, il a bien fonctionné. En tout cas, un avis tranché que tu nous prépares tout à l'heure concernant la rentrée de Jean-Michel Blanquer. C'est la deuxième d'ailleurs rentrée pour lui. Exactement, c'est la deuxième rentrée pour lui. À quoi faut-il s'attendre? Et on va s'attendre à... Mais qu'attend-on justement de ce Blanquer? Est-ce qu'on attend justement des résultats ou des résultats? Très bien. Tu seras rejoint dans un instant par Youssef Brakni et par notre Benjamin aussi de l'équipe qui nous rend une petite visite. C'est Taha Bouabs qui sera avec nous dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Une belle équipe donc. Le LGF fait sa pré-rentrée. Bien entendu, tranquillement au cours de cette semaine. Voici le programme. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum. Oui, bah Taha, il s'en va. Salut Ta, à bientôt. Salut Christophe, salut. Ouais, il est juste passé nous dire un petit bonjour, hein, on précise, voilà. Bisous aux insoumis, hein. Voilà, bisous aux insoumis. Dis-moi, c'en est où l'affaire Benalla là? Toi qui as filmé Benalla à son insu. Apparemment, il va comparaître le 28 septembre. Si c'est ça, oui, il va être entendu. C'est ça, il va donc les gars d'ailleurs si on peut lui faire un petit comité d'accueil des tribunal. Tribunal, ce serait cool. Ça peut être sympathique. Ça peut être organisé. Ça peut être. C'est une idée. C'est à toi d'organiser parce que c'est toi qui as l'origine de tout ça. Le truc qui est lancé, c'est une petite idée. Mais c'en est où là? T'as été entendu à l'Assemblée nationale, tout ça? Bah non, ils ont saboté la commission d'enquête parlementaire. Parce que tu devais être entendu, hein. Bah oui, mais bon, après c'était sans compter sur la bonne foi du groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Donc ils ont saboté la commission, les oppositions sont parties de la commission d'enquête, et puis ça s'est terminé comme ça. Mais moi, les attentes, en tout cas s'il y en a, c'est auprès de la commission d'enquête parlementaire du Sénat qui va reprendre avec la rentrée parlementaire. Prochaine, donc tu iras peut-être au Sénat à la place de l'Assemblée nationale. Je sais pas si le Sénat compte moditionner, mais on verra bien. En tout cas, il y a un truc qui est intéressant, c'est que le mec qui s'est fait frapper, et la fille sont constitués partie civile et ont déposé plainte. Donc, d'accord. Eux, ils vont être entendus. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant même. D'ailleurs, cette affaire a disparu des médias, hein, ça y est. Ah bah ils ont. C'est ça, le BFM TV s'en était fait les choux gras, vous vous rappelez. En plus, pendant l'été, là, pendant les vacances, on n'a pas eu du coup l'occasion d'en parler. Il y a eu toute l'histoire du fichage. Tu sais, par une ONG belge, Dizzy Infolab EU, qui avait en fait qui avait fait un fichier sur Twitter de tous les gens de tous les opposants politiques en fait qui avaient tweeté sur l'affaire Benalla, en les classant par obédience politique, nombre de tweets, parfois même leur religion. Ah oui, ça a fait un gros scandale. C'était soi-disant, voilà, pour des tests et pour. Ouais, mais c'est admissible. Voilà, et donc ça violait les règles de la CNIL et de la réglementation européenne sur la protection des données, etc. D'accord. Moi d'ailleurs j'ai fait une réclamation auprès de la CNIL parce que j'étais aussi fiché dedans, tu t'imagines bien. Bah oui, forcément. Forcément. Gauchiste ou? Non, mais en fait il faisait des. Et toi Youssef, tu y étais pas? Je sais pas, je pense pas parce que moi je suis pas trop actif sur Twitter. Puis j'ai pas tweeté sur Benalla, je pense. En fait, c'est tous les gens qui ont tweeté sur l'affaire Benalla. Ah d'accord. Donc il se peut qu'on y soit alors. Mais ils ont fait vraiment un vrai fichier, hein. Ah oui. À part obédience politique et tout, c'est illégal. T'as pas le droit de faire ça en France. D'accord, vous voyez, j'étais même pas au courant, hein. Je pense que les auditeurs ne savaient pas non plus. Même Twitter était pas content. Ah oui, c'est pour dire. Bon, Donald Trump a pas tweeté là-dessus, non? Tout va bien. Parce qu'il est très actif sur Twitter, le matin surtout, hein. Quand il se réveille, il a un peu de mauvaise humeur et il tweet de ouf. Bon bah très bien, bah écoute, tu repasses la semaine prochaine? Allez, la semaine prochaine on se big up, hein. Ok, ça marche. Vas-y. À plus Taha. Merci beaucoup. Merci, bonne route d'être venu. Merci, oui, peut-être passé. Ouais, il a mangé son petit truc et il est reparti. C'est la famille ici, hein. Voilà, c'est tranquille. On accueille tout le monde, hein. Oui, c'est ça. C'est parti jusqu'à 18h donc avec Youssef Brakni et avec Enver Dos Santos qui sont avec nous. Tout à l'heure, on parlera de la deuxième rentrée de Jean-Michel Blanquer avec l'avis tranché de Enver Dos Santos. Donc tout à l'heure, mon cher Enver. Et puis là, il y a plein de news pour la rentrée, hein. Ah, mais c'est un truc de fou. Et d'abord, on va parler de la Macronie parce que ça fait l'objet de la question du jour à propos de cette phrase qu'il a prononcée au Danemark, Emmanuel Macron. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être naïf. Ce qui est ici possible est lié à une culture.
un peuple marqué par son histoire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Nous avons tous quelque chose en commun, cette part d'Européens qui nous unit. Et je crois ici pouvoir vous dire que ce modèle danois nous inspire beaucoup. Voilà la petite phrase de Emmanuel Macron, les Français sont des Gaulois réfractaires au changement. Est-ce qu'il a raison? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel, et en nous appelant 01 40 33 9000. Alors est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur cette phrase finalement? Non, Youssef, je sais pas, tiens, un prof d'histoire. Bah, bon, déjà les c'est faux. Français sont Gaulois ou pas? Non, ils sont pas Gaulois déjà. Déjà la Gaule, la Gaule ça n'existe pas, c'est Jules César qui a appelé ça comme ça. Eux ils s'appelaient pas ceux qui habitaient dans ce que Jules César appelait la Gaule ne s'appelaient pas les Gaulois. Ils avaient des noms de tribus, etc. Auvergnat, etc. Parisis qui a donné le nom à Paris. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est déjà bon historiquement c'est faux, mais en plus de ça, c'est que j'ai l'impression qu'il l'a fait exprès. J'ai l'impression qu'il a fait exprès pour recréer un truc autour de lui, pour revenir dans l'actu. Pour étouffer des affaires peut-être? Ouais, pour qu'on parle pas de tout ce qui se passe, qu'il y a plein de scandales. La démission de Hulot. Ouais, il y a Hulot qui a démissionné. D'ailleurs, on attend son successeur apparemment pour aujourd'hui. Hein. Ouais, pour aujourd'hui, il y a plusieurs noms qui circulent. Oui. Il y a aussi le fait qu'il y a aussi des ministres là, il y a des problèmes de notes de taxi, j'ai vu ça sur la Agnès Sall. Ah bah vous savez qu'elle a été recasée? Oui, j'ai vu qu'elle a été nommée. Alors je sais plus exactement, mais elle a eu un poste. C'est incroyable. Important. Ouais, très important. Très important. Et du coup, voilà, on a aussi des la ministre de la Culture, Actes Sud. Ouais, ministre de la Culture Actes Sud, mais surtout on a eu aussi un consul qui a été nommé à San Francisco. Oui, on en parlera tout à l'heure. Ça c'est magnifique. Il est écrivain, on a changé les décrets durant cet été pour que un non-fonctionnaire soit. Voilà. Et surtout, c'est surtout qu'il a écrit un livre sur lui, quoi. Ah oui, non mais élogieux. Un panégyrique sur. Élogieux. Et donc du coup, voilà. Je pense qu'à ma vie, bon, il y a d'autres trucs encore, et donc je pense que c'est vraiment une volonté de sa part. République bananière, on a l'impression sous l'ère Macron, non? Ouais, moi je trouve que plutôt République bananière ça a toujours été, sauf que sous Macron on le voit. Voilà. c'est ça. Mais c'est ça. Et pourtant, il nous avait bien dit que c'était un autre monde, un changement. C'est un autre monde parce que lui, il se cache pas. On voit tout, exactement. Lui, il se cache pas. C'est ça la réalité. Franchement. Bon, au moins, il a cet avantage. Et tu vois, même dans sa phrase, etc., c'est une espèce de punchline. Moi, personnellement, effectivement, je suis d'accord. Les Gaulois n'existent pas. Mais je partage totalement. Mais c'est un pays conservateur, on l'a toujours su. Et donc après lui ce qu'il dit il le dit sous forme de blague simplement pour dire c'est moi le patron, je dis ce que je veux, vas-y, qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, surtout de quel changement on parle. Il dit c'est réfractaire au changement, mais attendez, mais si c'est pour le changement, c'est perdre des acquis sociaux, c'est ça, c'est perdre en pouvoir d'achat, c'est voir son niveau de vie dégringoler, mais qui veut de ce changement? Évidemment personne ne veut. Il s'en est expliqué. Enver, je te laisse le soin d'aller regarder les résultats sur Facebook et Twitter pour savoir un petit peu ce qu'il en est de nos auditeurs. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que les Français sont des Gaulois réfractaires au changement? Il s'en est expliqué ce matin. J'ai pas le sentiment que ce soit un scoop que la France ait été composée de tribus gauloises, et c'est pour moi une très grande fierté. Et je le faisais par un trait d'humour dans un discours que j'incite à relire ou réentendre dans son intégralité, où je disais que le Danemark était un peuple de luthériens, avec ce que ça implique, de tropisme, ce qui est vrai, de discussion, de consensus, et que nous étions un peuple fait de tribus gauloises. Il a bien changé ce peuple à travers les âges, les migrations, etc. Alors, moi je suis toujours étonné de voir que les gens qui pensent que c'est mépriser les Français, de dire qu'ils ont été des tribus gauloises. Les mêmes qui vous expliquent chaque matin qu'on ne devrait rester que gaulois pour toute l'éternité. Donc il faut prendre un peu de distance avec les polémiques des réseaux sociaux, comme le disait le président. Et après, moi j'aime la France et les Français. N'en déplaise. Et je l'aime dans toutes ses composantes, et je les aime, ces tribus gauloises. Et j'aime ce que nous sommes, dans sa variété, ses paradoxes, sinon j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et c'est pas du mépris que de dire les choses. Et la vérité, je l'ai toujours dit, je pense que nous sommes un pays, et moi le premier, qui n'aime pas les changements, les ajustements permanents. Mais on est un pays qui, dans les moments graves de l'histoire, sait se transformer en profondeur, parce que le défi est plus grand que lui-même. Première explication, il y en a d'autres, je vous la ferai écouter tout à l'heure. Il insiste sur des tribus gauloises, et donc voilà, fier d'en être, bien sûr, Emmanuel Macron, sauf que je serais tenté de lui dire qu'au Danemark, pour la moitié des choses que l'on a vues, des polémiques au sein de ce gouvernement, c'est tout le gouvernement qui serait parti en démission là pour le coup. Ah oui. On rigole pas là-bas. Rigueur que dans les pays scandinaves. Alors s'il pouvait s'en inspirer un petit peu, ça nous arrangerait pour le coup, tiens. Justement, ça n'arrivera pas. Nous, on n'en s'en inspirera pas parce qu'on aime ce genre de président, ce
ce genre de président taquin, on aime ce genre de pouvoir qui ne fait rien pour le peuple, etc. Donc tu sais, ça va être là encore c'est une forme de conservatif, parce que moi je persiste et signe, ce gars-là est un génie, parce que le mec réussit à faire une pirouette sur une blague où tout le monde l'a enchaîné, et il va reprendre le dessus, il détourne l'attention sur les vrais sujets. Voilà, donc franchement rien à dire sur sa com, encore une fois. Ouais, alors autre moment d'explication, parce que ce matin évidemment vous êtes pas sans savoir qu'il a été pris à part par les journalistes, qui aiment bien aussi les petites polémiques, qui aiment bien s'en faire l'écho. Ça fait l'objet de directs à combler sur les chaînes d'infos en continu. Deuxième couche d'explication pour Emmanuel Macron. Il assume. Il y a chez nous, constamment à travers l'histoire, et c'est d'ailleurs comme ça que nous sommes vus par nos voisins, la France fascine toujours, mais vous allez voir, les autres ils disent, c'est un pays qui est très dur à réformer. C'est vrai. C'est un pays qui se réforme pas, je l'ai déjà dit, il se transforme. En le choisissant lui-même, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et la meilleure preuve, si je pensais que nous n'étions que réfractaires, je serais pas devant vous. Et d'ailleurs, j'aurais sans doute pas été élu. Donc voilà. Et il y a une chose qui caractérise la France, le peuple français. C'est son goût de l'intelligence, de l'humour, de l'ironie, de l'humour sur soi-même, et sans doute de la complexité. Et donc, la polémique hors contexte, en 140 signes, qui fait que dès qu'on dit quelque chose sur soi-même, devient une polémique, ça je peux vous dire, c'est pas l'esprit français. L'esprit français est plus sophistiqué que ça, plus joyeux, plus ironique sur lui-même, il aime l'humour, l'ironie, la littérature, il vaut mieux que ce que certains en font. Et donc, j'assume, j'aime, je continuerai parce que j'aime notre pays, j'aime notre peuple, et je crois que ce qu'attendent nos voisins, partenaires et amis, c'est d'avoir une France fière d'elle-même, qui sait se regarder en face, qui sait regarder son histoire et ses transformations en cours. Voilà pour les explications complètes d'Emmanuel Macron par rapport à cette phrase qui crée une certaine polémique aujourd'hui. D'où la question aujourd'hui. Donc les Français sont des Gaulois réfractaires au changement. Qu'en pensent nos auditeurs, Enver, sur Facebook? Écoute, sur Facebook, ils sont 38% à penser que oui, et Ouais. 62% à penser que non. Bon. Et sur Twitter, donc, c'est la même tendance, mais avec un plus de oui quand même. Il y a 44% de oui et 56% de non. Bon, dites-nous en tout cas en nous appelant en 01 40 33 9000 ce que vous en pensez. Youssef, là, quand t'as écouté les explications de Macron, elles te satisfaisent ou pas? Elles t'ont satisfait ou pas du tout? Non, bah là, sur la deuxième partie, il s'est un peu plus emmêlé les pinceaux là. Il avait l'air moins sûr de lui, avec tous ces phrases compliquées, longues, etc. Mais du coup, non, en fait, ce qui est intéressant, c'est je vois qu'il maintient sur son côté, en fait, si les Français, non, c'est vrai, les Français, ils sont capables de changement, etc. La preuve, ils m'ont élu. C'est pas mal cette phrase, mais bon, le problème, c'est qu'un an après, dans les sondages, il est plus bas que Sarkozy à la même période. Ouais, 34%. Ah ouais, c'est plus bas que Sarkozy à la même période quand même. Bon, il a pas battu Hollande encore. Ouais, mais Hollande à la même période, il était pas bas. Oui, bah je sais pas. Ah non, après Hollande, le mandat de Hollande, la première année, c'était un président complètement effacé, on le voyait pas beaucoup, etc. Les gens n'avaient pas trop une mauvaise opinion de lui. Ça s'est vraiment accéléré vers le milieu du mandat. Ouais. Bon. Fatima est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Fatima. Bonsoir Christophe, bonne rentrée à vous, Merci. à tous les animateurs, vos collègues, à tout le monde. Merci à vous Fatima. Alors, Excellente rentrée. Je voudrais dire juste un mot pour la polémique de Macron. Les journalistes, ils sont tellement copains avec les politiques qu'à chaque fois, ils nous sortent un bobard. Après, ils le noient. Après, c'est un autre, en oubliant les vrais problèmes des Français, qui sont le pouvoir d'achat, le logement et tout le bazar. ça vous avez Alors, raison ce matin, Fatima. Christophe, ce matin, j'ai écouté comment il s'appelle là. C'est pas l'extrême droite, c'est extrême droite. Wauquiez, c'est Wauquiez, Ah c'est oui, bien ça. Laurent Wauquiez Voilà. sur Europe 1. Voilà, sur Europe 1. Et donc, le problème de la France, c'est les femmes. Moi, je connais pas autour de moi des femmes qui demandent à être vues par un médecin femme, la cantine, que l'on parle pas de la Shoah devant les musulmans. Et donc, moi, je voudrais lui dire à ce monsieur, parce qu'il sûrement il a des gens qui écoutent, que ce disque est rayé, c'est fini, ça marche plus. Maintenant, c'est des Français, ils attendent du concret, c'est-à-dire l'emploi, le pouvoir d'achat, le travail, et tout ce qui va avec, le problème économique. Ils attendent pas que vous leur parlez des musulmans. Les musulmans, ils sont là, c'est pas demain la veille qu'ils vont, parce que monsieur Wauquiez va parler. Et je dis aux musulmans, inscrivez-vous pour les élections avant décembre. Surtout ça, parce que parler ne sert à rien.
Et je vous remercie, Christophe. Merci, Fatima. Infiniment, merci. infiniment. C'est mon coup de gueule de rentrée, là. Oui, bah, j'ai bien compris. Merci. Je vous souhaite une très longue vie et une bonne santé, Christophe. Merci, c'est gentil, Fatima. Beaucoup. À bientôt. 01 40 33 9000, si vous voulez partager ou non d'ailleurs le coup de gueule de Fatima, mais c'est vrai, elle a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système où l'actualité va très vite, où on te sort une polémique, on va la traiter pendant 24 heures, puis on passe à autre chose sans connaître finalement la suite. Si je prends en exemple l'affaire Benalla, on en a fait vraiment pendant pratiquement 4-5 jours, voire même plus d'ailleurs, des éditions spéciales et compagnie. Aujourd'hui, Benalla a disparu alors qu'il se dort la pilule au Maroc avec Ayem Nour là, dont il est devenu le nouveau garde du corps. Mais on n'a pas l'issue de cette affaire, sauf qu'il y a Mediapart qui fait du boulot concernant sa femme, qui a caché des trucs durant la perquisition. Enfin, voilà, c'est des trucs quand même absolument terribles, hein, qui Des armes sortent. retrouvées aussi. Oui, Exact. des armes retrouvées, un coffre qui a disparu. Enfin, c'est vraiment des trucs absolument hallucinantes de cette affaire Benalla. Messieurs, comment on voit cette information qui va très vite finalement, mais peut-être trop vite? Bah, l'information va vite et trop vite effectivement, mais là encore, moi j'en appelle à la responsabilisation de chacun justement à se tenir informé, parce que si tu regardes bien, là on parle de l'affaire Benalla qui est très très grave, mais regarde comment est passé sous la trappe justement les grèves. Il y a eu les grèves pendant 3 mois, on n'a pas arrêté d'en parler, etc. pour défendre certains droits que justement les travailleurs avaient acquis au fil des ans. On a commencé à dire que ces travailleurs étaient contre-productifs, etc. Plein de choses. Et aujourd'hui, on parle plus des grèves. Et pareil pour l'affaire Benalla. On en a parlé. Voilà, c'est un crime d'État, etc. C'est une affaire d'État, c'est quelque chose de grave. Et aujourd'hui, encore une fois, on est en train de le mettre sous le tapis. Ouais. On dirait qu'on fonctionne par saisonnalité. Mais voilà, comme tu le dis, il y a des journalistes et il y a des médias comme le nôtre, comme Mediapart, etc., qui continuent d'essayer de traiter le sujet et qui continuent d'essayer de parler justement de ces sujets de fond. Mais il faut que les gens se responsabilisent et continuent d'interpeller leurs élus, parce que c'est ça qu'il faut faire. Youssef? Oui. Non, après cette question d'information qui va vite, qui déroule et tout, en fait c'est voulu. C'est-à-dire que c'est de la consommation. En fait, c'est un rythme de consommation qui fait qu'en fait on retient rien de l'information. Ouais. Et que du coup c'est un truc c'est un rouleau compresseur en fait. Et donc en fait on ne retient jamais rien. On serait incapable de se rappeler de la dernière polémique à 4 mois, 5 mois alors qu'il y en avait aussi. Et parce qu'en fait ça va tellement vite, une information en chasse une autre. Et voilà, c'est un tempo en fait. C'est un rythme qui nous est imposé et c'est difficile à digérer du coup l'information. Bah oui. Alors qu'en fait il faut des temps longs d'analyse, etc. qu'il n'y a pas du tout dans les chaînes en continu. Non. Dans les chaînes en continu, en plus ça se répète tout le temps. Faut aller dans la presse écrite pour ça. Ouais, en fait il suffit de se poser dans un café, comment ça tourne, c'est l'impression que c'est un marteau piqueur. Exactement. Je sais même pas comment ils font les animateurs, ceux qui sont en direct à répéter toujours les mêmes informations. Et donc en fait on se retrouve vraiment dans un truc où en fait toute analyse est interdite. Et ils disent, d'ailleurs, à part à Radio France Maghreb, il y a très peu d'endroits où on peut faire des phrases longues, en fait. Ouais. Et on se dit, non, sinon l'auditeur il décroche, sinon il peut plus, etc. Mais parce qu'en fait, on nous a habitués à ça aussi. Bon, alors je vous laisse, on va accueillir Saïd dans un instant. Je vous informe quand même de quelques petites nouveautés qu'on va mettre en place à partir de la semaine prochaine dans cette émission du LGF. Justement, l'occasion m'est donnée pour rappeler de revenir sur ce qui a fait l'actualité d'hier. Parce que il y a pas mal de sujets qu'on a traités ici même, d'ailleurs, et peut-être pas en profondeur. Et on va revenir sur ce qui a fait l'actualité. Alors, il y a 1 an, 2 ans, il y a 50 ans, très important de se rappeler quand même par rapport, donc de lundi nous serons le 3 septembre, jour de rentrée, eh bien on se rappellera de ce qui s'est passé un 3 septembre. Autre rendez-vous, ça s'appellera les entretiens du LGF, ce sera tous les lundis à 17h et notre premier invité c'est Malik Bezou, on va parler de l'islamisme, tiens. Et j'invite tous les journalistes de Navarre à écouter parce que eux qui emploient ce terme à tout va, peut-être l'occasion de remettre un peu de vérité autour de ce terme employé à mauvais escient pour le coup. Et puis on s'essaiera à un nouvel exercice en fin d'émission. Ça sera à la une demain. Et je vais vous proposer à vos chroniqueurs de vous mettre dans la peau de rédacteur en chef de presse, donc, et d'essayer de nous choisir le sujet. Il y en aura 2 que je vais vous proposer. Le sujet qui fera la une de demain. Voilà, donc on essaie comme ça de détecter ce qui se passe. Ça commence souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. On voit un petit truc monte et comme par hasard demain, le lendemain, ça fait la une de toutes les émissions de débat qui se multiplient d'ailleurs de saison en saison sur les chaînes de télé mais aussi de radio. Et puis quelques autres rendez-vous, il y aura une sorte de libertad qui a été un peu remaniée, on vous expliquera comment ça fonctionne exactement. Et puis donc aussi le buzzer. Alors le buzzer, ça va être très simple, ça va être une succession d'informations que je vais vous donner et ça sera au chroniqueur de choisir si on développe ou pas. Dans ce cas, il faudra donc déclencher ce qu'on appelle le buzzer. C'est ça. Saïd est avec nous. Bonjour Saïd. Bonjour Christophe, bonjour à tous les invités. Salut Saïd. Bonjour Saïd. Qu'est-ce qui se passe Saïd?
Alors, je vous écoute. Je vais juste intervenir concernant le discours du président de la République. Et la remarque que je fais, c'est qu'il manque un peu, dans tous les discours en général des politiques, il manque un peu ce qu'on appelle l'universalité. Ça veut dire à partir du moment qu'on ne parle que de soi, ça veut dire on est plié sur soi. C'est une sorte d'échec. Un chef d'État, quel que soit le bord politique, doit être adressé un message au monde entier. Hein. Là, le monde, on n'est plus qu'en France. Hein. Il faut de renouveau. C'est pour ça les journalistes, complices ou pas complices, cherchent des petits sujets pour détourner l'opinion publique et cacher les vrais problèmes. Le problème en général, dans le monde entier, c'est il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a rien. On bricole ce qu'on avait déjà avant. Donc il faut un leader, quelqu'un qui nous dise, c'est comme le portable, hein. On a mis le fixe de côté, on a inventé le portable. Il faut quelque chose de nouveau. Merci Saïd, merci beaucoup pour votre intervention, votre remarque. Dans un instant, on va changer de sujet puisqu'on va s'intéresser à Jean-Michel Blanquer, quelqu'un que tu connais bien, Youssef. Bien sûr. Hein, c'est un peu ton patron. Hein. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est ton patron. Hein. Le ministre de l'Éducation nationale qui fait sa deuxième rentrée. À quoi faut-il s'attendre? Ça sera la question que va tenter de poser Enver et à laquelle il va tenter surtout de répondre. On aura la réponse dans un instant à J-4 de la rentrée scolaire, lundi 3 septembre. Bonne rentrée à tous. On sait que beaucoup reviennent de vacances, là, même un peu tardivement, mais la rentrée en tout cas approche à grands pas. Et je vous invite d'ailleurs à revoir la vidéo de Fatima Wassak sur Christophe Le Grand Forum pour celles et ceux qui sont pas encore convaincus de ce qui va se passer concernant l'éducation sexuelle. Bon voilà, faut peut-être arrêter de relayer des imbécilités qu'on a pu recevoir sur nos portables, sur les groupes WhatsApp, sur Facebook et les réseaux sociaux tout au long de cet été. Voilà, Fatima a fait un travail et d'ailleurs elle poursuivra ce travail avec Front de Mer le 15 septembre prochain à Montreuil. Merci d'être avec nous, le LGF ça revient dans un instant, ne bougez pas, suivez donc Jean-Michel Blanquer, sa rentrée, le zapping et puis on va parler aussi dans un instant, tout à l'heure, du Yémen puisque le Haut Commissariat à l'ONU donc est monté au créneau et accuse tout le monde, hein, les gouvernements yéménites, d'Arabie Saoudite, les Émirats. France Maghreb 2, c'est là que ça se passe, c'est la bonne radio et forcément la bonne émission, ça s'appelle le LGF, c'est tous les jours de lundi au vendredi de 16h à 18h. Et aujourd'hui en compagnie de monsieur Youssef Brakni, notre prof d'histoire, et monsieur Enver de Santos, notre spécialiste en com, justement, qui va nous livrer un deuxième avis tranché, le deuxième de la saison, après celui fulgurant de Fatima Wassak hier sur l'éducation sexuelle à l'école. On va toujours parler d'école, mais cette fois-ci, on va parler du patron de l'école, Jean-Michel Blanquer, qui fait sa deuxième rentrée. À quoi faut-il s'attendre? C'est le titre de cette chronique. Voici le jingle, avis tranché. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors Enver de Santos, à quoi faut-il s'attendre pour cette deuxième rentrée du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer? Alors très très bonne question. Effectivement, Jean-Michel Blanquer, la rentrée scolaire, à quoi doit-on s'attendre? J'aurais même envie d'appeler Blanquer Éducation nationale ou Ambition nationale. Jean-Michel Blanquer, c'est donc qui aujourd'hui irrite certains, ne vous avez pas inconnu. Il serait cavalier et inopportun de parler en 2 minutes des réformes à venir de l'Éducation nationale. Si l'on devait les citer, il y a... Allez, on va les citer. Parcoursup. Évaluation des établissements scolaires, collège et lycée bien sûr, bac spécifique aux établissements, réforme du bac, le retour à la dictée, la semaine des 4 jours, également un petit cadeau pour nos C1 dont on parlait un peu au préalable, où les enfants apprendraient à chanter le premier couplet de la Marseillaise. Je dirais pourquoi pas. Est-ce que j'en ai oublié? Sans aucun doute. Quel avenir réserve-t-il à nos enfants, donc à notre société? Si on s'accorde pour dire que justement l'enfant est le socle d'une société et qu'un enfant éduqué est l'avenir même d'une société développée, on se demande réellement ce que fait Jean-Michel Blanquer avec toutes ces réformes. On peut se demander également si toutes ces réformes tirées en grande partie de son livre L'école de demain, proposition pour une éducation nationale rénovée, ne sont pas à d'autres desseins. Et j'irai même encore plus loin, il y a un de ces nouveaux livres qui vient de sortir, un autre livre encore qui est Construisons ensemble l'école de la confiance. Quand on regarde
pas à pas, et plutôt quand on regarde une par une chacune de ces réformes, on se rend compte qu'il y a un modèle social qui est en train d'être construit. Un modèle social où justement l'étudiant, l'élève, l'enfant qui va être éduqué va être un tout petit peu formé à être l'élite de demain. Et plus il y aura de moyens mis en jeu, plus cet enfant pourra réussir. Moi je dirais pourquoi pas. Le problème est de savoir où vont être mis les moyens. Est-ce qu'ils vont être mis dans les établissements scolaires, je dirais des zones d'éducation dites prioritaires, ou est-ce qu'ils vont être mis dans d'autres établissements qui ont un peu plus de moyens? Si avec la réforme des lycées, ou justement, ou la réforme du bac, comme on dit, si chaque établissement scolaire peut faire son bac, qu'en est-il exactement? Ça voudra dire que à Henri IV, nous avons un bac super high level, et que au lycée Jacques Brel de la Courneuve, c'est un peu moins intéressant. Est-ce que les élèves vont choisir des options pour devenir tout simplement des robots qui vont, comme il le montre dans son livre, ou quand il parle du numérique par exemple, que le numérique doit être super développé, qui doit être mis en avant? Est-ce que justement ça va être l'occasion de faire en sorte tout simplement de un enfant, bah voilà, pour réussir, faut qu'il soit dans telle filière. Plus de place pour choisir un avenir, plus de place pour devenir un littéraire, plus de place pour devenir, je ne sais pas, n'importe quel métier qu'il aura choisi de lui-même. On dirait bien qu'aujourd'hui, avec toutes ces réformes, les enfants vont devoir tout simplement choisir, soit ils deviennent des enfants de l'élite, soit ils deviennent des enfants mis sur le carreau. Parce que s'ils n'ont pas pris les bonnes options au préalable dans leur scolarité, ils seront mis sur le côté, et ce sera de leur faute. Et on le voit bien également, donc là, sur Parcoursup. Là, nous sommes, je crois, le 30 août. Et à ce jour, beaucoup d'élèves n'ont toujours pas eu leurs résultats de Parcoursup. Beaucoup de professeurs parlent donc d'une certaine forme d'algorithme qui serait présent, qui empêcherait justement d'avoir de véritables sélections. Qu'en fait, c'est pire que ce qu'on avait avant APB. Et de la même manière, dans cette histoire d'évaluation des établissements scolaires, que va-t-on évaluer? On va évaluer le niveau des élèves. Est-ce qu'on va évaluer le contenu des matières, les composantes? Il y a déjà des évaluations qui sont, sauf si je me trompe, et Youssef me le dira en tant que professeur, des évaluations qui sont faites par les professeurs eux-mêmes des établissements, et ils essayent justement tant bien que mal de faire avec les moyens qu'on leur donne. Et là, je pense vraiment que Jean-Michel Blanquer essaye de se faire une place au soleil, et je le dis sincèrement, je pense qu'il vise autre chose que l'éducation nationale. Après tout, on monte petit à petit. Peut-être qu'il vise, je sais pas, Premier ministre à un moment où il y aura une réforme du gouvernement, plutôt comment on appelle ça, un remaniement, pardon, effectivement du gouvernement, ou peut-être qu'il vise un peu plus loin. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, créer un enfant dans ce système éducatif, c'est créer l'élite de demain. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et moi, je pose la question aujourd'hui. Si vous vouliez savoir exactement quelles étaient les différentes réformes qui vont être faites, vraiment, il faut plus de 2 minutes pour en parler, et je vous invite à vous y intéresser. On pourra faire plusieurs fois sur toutes les réformes, et je pense qu'il y aura beaucoup à dire. Merci. Youssef, ouais. Peut-être quelques points à rectifier ou peut-être éléments à apporter. Ouais, après je rajoutais juste des éléments sur cette rentrée. Tout ce qui a été dit était très bien. Juste rajouter que le téléphone portable est définitivement interdit au collège. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Ouais, c'est une bonne chose, ça, ou pas, Youssef? Oui, bien sûr, c'est une très bonne chose, parce que les téléphones portables c'est dévastateur à cet âge-là, hein, faut le dire. Hein. C'est complètement catastrophique. On parle beaucoup d'harcèlement à l'école. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup via les téléphones portables, donc via les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est plus sur l'ordinateur. En fait, maintenant, les réseaux sociaux, toi-même, Christophe, t'es toujours sur ton téléphone, Enver aussi, moi aussi. Hein. C'est ça, ouais. C'est, donc voilà, surtout Snapchat. Faut savoir que les jeunes investissent énormément Snapchat, Insta, et c'est des outils, et puis c'est des outils qui vraiment favorisent le harcèlement scolaire. Et il y a ça, il y a aussi le fait que, fait nouveau, ça c'est bon, pour le coup, ça c'est bien. Après, faut voir si ça s'accompagne vraiment de moyens. C'est le dédoublement des classes de CP et de CE1. CP, c'était déjà le cas à la rentrée dernière. Cette fois-ci, c'est les CE1 en REP+. Du coup, en fait, en CP, dans les REP+, ils seront 12. Et ça, c'est vraiment bien.
Ça c'est vraiment bien parce que du coup des classes à 12 et tout, ça favorise vraiment les apprentissages. Voilà, on peut vraiment aider les enfants en difficulté, etc. Bon, toi, à un moment donné, t'étais aussi dans le soutien scolaire, il me semble. Exactement. Tu sais que c'est important d'avoir cette année là. voilà, Assad à la Courneuve. Et donc voilà, et ça c'est super. Et puis l'autre élément aussi qui avait attiré mon attention, voilà, c'est sur la réforme du bac. C'est vrai que ça c'est central, c'est très important. C'est le gros scandale de cette réforme qui va arriver en plus de Parcoursup. C'est toujours plus de sélection, effectivement. En fait, ça accompagne Parcoursup et en réalité, ça va renforcer Parcoursup parce que effectivement, on va avoir des bacs géographiques, des bacs en fonction de là où on vit, des bacs au rabais, parce que auparavant, on tient quand même à le dire, le bac c'était un diplôme national. Ça veut dire, c'est-à-dire que c'est la même épreuve pour tous. Tout le monde. Sur la France métropolitaine, en tout cas, c'est la même épreuve pour tous. Que tu sois à la Courneuve, à Bagnolet, à Henri IV, où tu sois, vous avez le même bac. Donc si vous avez mention bien à Henri IV et vous avez mention bien à la Courneuve, c'est la même mention en fait. Ça c'était avant. C'est ça. Ça c'était avant et ça va changer. Bah du coup maintenant on va avoir un bac avec un contrôle continu. D'accord. Donc contrôle continu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait on est noté au fur et à mesure de l'année. Vous savez, c'est des contrôles. C'est bien ça ou c'est pas bien? Bah non, parce qu'en fait du coup on va se retrouver avec un examen, comme je le dis, au rabais, parce qu'effectivement c'est pas la même chose d'avoir une super note, un 18 à Henri IV que d'avoir un 18 au lycée. Parce que malheureusement les moyens sont ouais, mais attends, je vais faire l'avocat du diable. Ça veut dire qu'un gamin qui va essayer pour avoir son bac de travailler 2 mois avant pour l'avoir, là il sera obligé de travailler toute l'année. Non, mais ça c'est un mythe, Christophe. Non, c'est quoi un mythe? Ouais, ça c'est 1 sur 50 ça. Depuis que je suis déjà quand j'étais élève jusqu'à aujourd'hui, j'entends toujours ouais, il y en a un, j'en connais, tu sais, il a même pas révisé, il a eu le bac. Non mais évidemment, mais sauf qu'attendez, quand même, on parle de bac quand même. Je vois les épreuves du bac, c'est pas facile hein. Moi le mytto qui me dit ouais, j'ai révisé une semaine avant, j'y crois même pas. Faut voir c'est quoi le bac général quand même. Philo, tu vois, le philo, c'est quoi ouais, l'audace. L'audace, bah j'ai rendu une copie blanche. Non mais soyons sérieux 2 minutes. Quand on regarde le niveau qui est exigé en bac S, en bac ES et en bac L, non, tu peux pas le faire ça, c'est pas vrai. Et donc moi je le sais et donc je le dis, donc quand il y aura le contrôle continu, et on le sait tous, moi-même en tant que prof, évidemment qu'on va pas exiger le même niveau au fur et à mesure de l'année, voilà, sur un contrôle continu d'un lycée en difficulté que d'un super lycée d'Henri IV, on le sait tous. Combien on en connaît dans notre entourage que quand ils sont passés par exemple d'un collège de banlieue, leurs parents voient que ça va pas, ils les mettent dans un collège dans le privé, on voit que leurs résultats ils chutent, même ils le disent, ah ouais c'est pas la même chose, c'est normal, c'est pas le même rythme, c'est pas le même groupe, etc. Donc un 18 par exemple dans un collège de banlieue équivaut à un 9 ou 10 dans un collège privé. Ouais, peut-être pas autant, mais en tout cas ça vaut ça vaut moins en tout cas, c'est ça vaut 5 points de moins facile, ouais. Parce que t'as cette espèce de côté où tout simplement il faut être très clair, il y a moins de moyens en banlieue, c'est très simplement, c'est que chaque parent choisit justement d'une certaine manière la manière dont il va éduquer ses enfants. Et donc quand toi à un moment donné t'es là à galérer, à aller travailler, faire les ménages ou même aller à l'hôpital pour travailler, etc. Quel que soit ton taf, quand tu vis en banlieue, parfois tu n'as pas toujours cette capacité à suivre le parcours de ton enfant en lui donnant des livres supplémentaires, en l'amenant à la bibliothèque. Moi j'ai des amis qui plaident justement pour avoir des bibliothèques ouvertes le dimanche, tu vois. Mais pourquoi? Parce que justement il n'y a pas forcément de livres à la maison. Mais alors que les gamins justement qui sont dans des milieux dits favorisés, il n'y a pas besoin d'avoir de bibliothèque le dimanche parce que la bibliothèque est à la maison. Et eux ne sont pas tout le temps sur les tablettes, etc., etc. C'est un tout. Mais au final, tu te rends compte que et moi je l'ai vu il y a 2 ans quand j'ai mis en place un programme avec Assad et sur la ville de la Courneuve. On a appelé ça, on a appelé ça Ambition Excellence, où justement on faisait en sorte d'apporter un surplus de connaissances culturelles. Ambition Excellence. Ambition Excellence, d'accord. Où on apportait un surplus de connaissances justement aux gamins des établissements scolaires de banlieue. Et ben on se rendait compte que les gamins n'avaient pas le réflexe d'aller chercher les livres et de faire tout ça, alors que ce sont des choses qui sont faites automatiquement dans d'autres familles, etc. Les sorties culturelles, c'est ça, les voyages. Exactement. Ouais, c'est très important. Là, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Pour ce qui est des voyages scolaires. Bah bien sûr, non mais les voyages on se rend pas compte, mais c'est fondamental pour les enfants. Surtout quand ils sont petits, c'est la découverte, la curiosité, c'est ça la base de la réussite scolaire, c'est la culture générale. D'ailleurs, quels sont les concours pour rentrer dans les grandes écoles, notamment littéraire, Sciences Po, etc. C'est des concours de culture générale. Exactement. Donc à partir du moment où on sait que la culture générale c'est à la maison, c'est le capital culturel des parents, notamment le capital social des parents, bah forcément on part pas tous du même point de départ, c'est évident qu'il y a une inégalité de dingue. Donc forcément, voilà, moi je vous le dis, cette réforme du bac, elle accompagne qui est accompagné en plus de Parcoursup, puisque il y a la sélection à l'université maintenant, comme vous le savez, et que le bac n'est plus un critère
pour entrer à la fac, que maintenant on est sélectionné auparavant, et du coup on va encore d'autant plus regarder en fait La le zone. lycée d'où vous venez. Exactement. Parce qu'on va se dire mais cette note là elle vaut quoi par rapport à ça? Vous voyez Et il ce n'y que a je veux pas que ça, il y a aussi les faits, par exemple, là, j'ai mon fils qui rentre en première S. Ouais. On va regarder, il me disait qu'on va regarder toutes ses notes depuis Oui. la première. C'est Bien ça. sûr, les absences, sur affectation dans une fac. C'est Bien ça. sûr, les absences, les appréciations des professeurs, On est ça en train devient de très créer important un- maintenant. Voilà. Et voilà, et c'est sûr qu'on va se dire ouais bon il a été à ce lycée là de Corbeil-Essonnes, le fils de Christophe on le connaît. c'est ça. Mais c'est ça, on est en train de se créer un C'est système facile. à l'américaine, tu sais. Bon, ça va, il a une bonne réputation visiblement. Honnêtement, Ah, on est ça en va train de alors. créer un Ouais. système à l'américaine super sélectif et moi j'ai eu écho, et je ne citerai pas le nom pour cette fois-ci, mais j'ai eu écho justement dans une université pas loin de Créteil, hein, où t'as des professeurs qui ont essayé d'attirer l'élite des élèves des établissements scolaires de l'académie, sauf que manque de peau. Ils veulent pas pas à venir, Créteil. ils veulent pas aller à Créteil, tu Ouais, vois. Créteil Et Soleil. donc, ça fait que pour Parcoursup, t'as plein de gamins Sacré qui se soleil. retrouvent sur le carreau parce que les gars recherchent l'élite, mais l'élite ne veut pas venir chez eux. Ah bah oui. Tu Est-ce vois, qu'on a un chiffre? Je crois qu'il y a un chiffre assez important de ceux qui sont à ce jour, hein, qui n'ont toujours pas de fac. Alors le chiffre là je l'ai pas bien à jour parce qu'en fait il y avait une liste d'attente. Ouais. Mais avec liste d'attente donc au début là donc en juin juillet il y avait à peu près dans les banlieues c'était jusqu'à 80% de refus. Ah oui. Pour ceux qui venaient des banlieues, donc c'est-à-dire que moi je connais plein de gens qui voulaient faire médecine, etc. Avant on pouvait en fait, on avait sa chance en fait. Exactement. Il suffisait d'avoir le bac. Bah, maintenant c'est fini. c'est fini. C'est-à-dire que médecine par exemple déjà on a numerus clausus, on a une forte sélection en première année, mais à cela maintenant c'est même aller en première année on pourra plus. Ce sera fini en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça va devenir Ça m'inquiète. problématique. Mon fils veut faire médecine. Non, tu sais ce qui va se développer aussi, ça va être les facs privées. C'est Ouais. ça. Avec Comme aux États-Unis. un coût important. Il y a plein à de facs payer, privées aux et- États-Unis. C'est ça. Et les parents vont devoir payer pour aller dans les bonnes facs. Il y a Eh ben, vous déjà pouvez des- nous appeler, vous qui êtes peut-être Ouais, concernés hein, c'est ça. par cette Exactement. réforme du bac, vous qui avez vos enfants qui allaient passer le bac, elle est effective dès cette année, hein, cette Ouais. réforme du bac. Non, la fin de bac, non. Il y a première partie, il y a une première partie, ouais. qui Ouais. est effective dès cette année. C'est jusqu'à 2020, ils disent Et jusqu'à c'est 2020, voilà. ça va être définitivement terminé en La 2020. mise en place, ouais. D'accord. Alors, pour en savoir plus sur Parcoursup, parce que je suppose qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont confrontés à ce problème, hein, certainement, des enfants qui n'ont toujours pas trouvé de fac aujourd'hui, bien, pour expliquer les complexités, les difficultés, depuis que Parcoursup a été mis en place, on en parlera dans le cadre d'une émission spéciale. Ça sera d'ailleurs le cas tous les premiers mercredis de chaque mois. On prendra un sujet et on rentrera en profondeur avec des invités, des spécialistes. Et nous aurons notamment une chercheure, nous aurons également une prof qui sera avec nous, accompagnée de Fatima Wassak, mercredi prochain pour un spécial consacré donc à Parcoursup. Donc soyez là et au rendez-vous. Vous pourrez évidemment intervenir pour poser vos questions au 01 40 33 9000. Donc à ne pas manquer donc mercredi prochain pour la spéciale de Parcoursup. Voilà. Alors d'autres nouveautés peut-être pour cette rentrée où on en a fait le tour là? Non, on a fait le tour, hein, on a fait les plus importantes, ouais. Ouais. Bon, très bien. Et déjà beaucoup. c'est bien le fait d'apprendre la Marseillaise aux élèves? Non, pour moi, ça c'est vraiment un truc réac, vraiment du 19e siècle. Voilà. Tu sais, en fait, tout à l'heure, on disait les Gaulois, par exemple. Bah, faut savoir que c'est une invention du 19e siècle, de l'école publique du 19e siècle. C'est Michelet, Lavis et les grands théoriciens de l'école publique qui ont eu besoin d'inventer un mythe fondateur pour pouvoir sceller l'appartenance communautaire française. Nos ancêtres les Gaulois, cette phrase, elle vient de l'école du 19e siècle. Et donc, en fait, on revient à ça un peu, en fait. En gros, voilà, on va refaire un peu de nationalisme, un peu de patriotisme, mais pour moi, ça règle pas du tout le problème de fond. En vrai, ça vise qui? Ça vise encore une fois les jeunes des quartiers populaires qu'on suspecte, un peu comme les joueurs de foot, vous savez, à l'époque, avec Nasri et compagnie, de ne pas aimer la France, de ne pas aimer le bleu, blanc, rouge, etc. Donc c'est pour, en gros, éduquer nos petits barbares. Et c'est un peu bidon dans la mesure où, en toute sincérité, la Marseillaise, t'as pas besoin de faire autant de cérémonial pour essayer de l'apprendre à des gamins. Ça fait partie de la culture française. Et c'était appris jusqu'à un certain moment dans un hymne toutes les extrêmement écoles. guerrier, faut le Voilà, rappeler. et c'est un Ouais, hymne bien sûr. super guerrier là aujourd'hui. Sans Il faudrait influence, peut-être qu'on essaye d'expliquer à ce moment-là, si on veut l'apprendre aux gamins, les significations justement de l'hymne. Non, puis en qu'ils essayent plus, de n'importe quel comprendre. enfant qui aime le foot, il connaît la Marseillaise. Exactement. Ouais. Pas besoin Et de l'école. ça n'a aucun D'ailleurs, sens. je me suis amusé à me faire traduire les paroles de l'hymne national algérien, Ouais. qui Il pour parle de le la coup France. avait des raisons d'être plus guerrier que la France. Pour le coup, Ouais. bah, l'hymne algérien est beaucoup moins guerrier que celui de la France, par exemple. Ouais, beaucoup moins, ouais. En plus, ils évoquent la France pas de manière insultante. C'est ça. Il dit juste qu'à un moment donné, il y a un passage qui dit ô toi France, l'heure de la justice a sonné, un truc comme ça. Voilà. L'heure de rendre des comptes. Oui, c'est ça. J'en profite puisqu'on parlait de foot que vous savez qu'il va y avoir 2 matchs là, Ouais. le retour des Didier Deschamps, Allemagne et Pays-Bas au programme, et il a repris les mêmes finalement qui ont gagné la Coupe du Monde, ce qui est À part logique. Hein. Mandanda. À part Mandanda, Blessé. mais parce qu'il est blessé, donc forcément. Il a fait une conférence de presse tout à l'heure. Oui, oui, Didier absolument. Deschamps. Oui, Ouais. c'est ça.
Bon, on va passer au zapping, c'est parti. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors le zapping, c'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio et dans la Macronie aussi, important. Et justement quelques nouvelles de la Macronie avec Philippe Besson, qui est un écrivain et qui avait fait un livre plutôt élogieux de louanges envers Macron et son épouse. Et a été nommé donc consul donc aux États-Unis et on a dû changer des décrets puisque normalement à ce poste doit être nommé un fonctionnaire, sauf que durant l'été le ministère des Affaires étrangères a changé les décrets tranquillement pour pouvoir nommer donc Philippe Besson. Bien, Elisabeth Martichoux d'RTL a profité de la présence de François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, pour lui poser la question. Philippe Besson, écrivain et proche du couple présidentiel, serait nommé dans les jours qui viennent d'après Le Monde consul général à Los Angeles. C'est le fait du prince? La nomination des ambassadeurs, des consuls, ça relève, c'est une des prérogatives du président de la République. Et il y a toujours eu en France, depuis très longtemps, une tradition d'avoir, en plus des diplomates de carrière, des hommes et des femmes de culture. Il y a déjà eu des écrivains, Jean-Christophe Ruffin, Monsieur Rondeau, qui ont été nommés ambassadeurs. Et lui n'est nommé que consul. Que consul, donc la faute ou l'erreur que pourrait y voir quelqu'un serait amoindrie. Mais selon toujours Le Monde, l'Élysée souhaiterait élargir le vivier des nominations dans la fonction publique. Donc il y a eu un décret pour changer les règles. Mais ça justifie de nommer des amis. Parce qu'on peut nommer des écrivains, certes, on peut nommer des grands intellectuels. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans ce qu'on pourrait soupçonner d'être du copinage. Oui, mais on peut soupçonner tout de tout. Et vous savez, si alors on va aussi éplucher toutes les nominations justement de diplomates de carrière pour regarder si elles sont des diplomates qui sont plutôt proches ou plutôt opposés au pouvoir, etc. On ne s'en sort plus. La vérité, c'est qu'il y a encore une fois toujours eu dans la tradition française de la diplomatie, les diplomates de carrière sont de façon extrêmement majoritaire ceux qui sont nommés au poste d'ambassadeur ou de consul, mais en plus, il y a quelques personnes qui ont fait un autre parcours, et notamment des écrivains. Voilà, alors c'est du copinage, messieurs, cette histoire. On fait un beau livre sur Macron et on se retrouve quelques mois après, enfin un an après. Non, mais après, c'est consul. surtout, moi je pense à tous ceux qui ont fait des longues carrières dans les cursus à Sciences Po, pour devenir haut fonctionnaire international, etc. Pour devenir, pour faire une carrière dans l'international, en diplomatie, etc. Et là, c'est vrai que c'est marrant de voir un mec qui arrive et qui vous grille, parce qu'en fait, dans le corps diplomatique, ça fait vraiment des remous et ils sont vraiment en colère. Il y a de quoi. C'est là où tu vas encore plus loin, c'est que non seulement tu peux avoir une certaine aigreur de ce corps diplomatique, mais là encore, moi je vais poser la question du modèle et de la représentation qu'on fait des enfants. T'es là, t'es président de la République, tu nommes tes potes. T'as Benalla, t'as ce gars-là Besson. À un moment donné, tu veux dire quoi aux enfants? Aux enfants, tu vas leur dire, vas-y, va t'inscrire en décembre. Ouais, mais est-ce qu'on ferait pas la même chose, nous, si on était à sa place? Non. Quand tu cherches quelqu'un, tu vas dans ton entourage d'abord. Tu vas dans ton entourage, mais tu fais pas n'importe quoi. À ce moment-là, tu essayes de prendre quelqu'un qui est dans la fonction publique. Par exemple, si j'ai envie d'avoir quelques leçons d'histoire, je vais aller voir Youssef, je vais pas aller voir Tartampion que je connais pas. Déjà, si j'ai les diplômes, si je suis qualifié, c'est ça. Mais là, t'as quelqu'un qui a juste écrit un livre sur Macron, c'est sa seule qualité en fait. C'est sa seule qualité. C'est qu'en fait, il a aucune expérience dans le corps diplomatique et il se retrouve à être à San Francisco. Que consul, d'après François de Rugy. Ouais, mais consul, c'est déjà énorme. Et en plus, puis en plus, il rentre dans le cursus, ça y est, maintenant il est dans le corps diplomatique. Exactement. Il va pouvoir monter. Après, il sera imbougeable, quel que soit le président. C'est un scandale? C'est un scandale, monsieur? Bien sûr, c'est du copinage, quoi. Et en plus, regarde la réponse de François de Rugy, celui qui justement a trahi son équipe pour pouvoir être nommé président de l'Assemblée nationale. Après, je dis ça, je dis rien. Vous savez qu'on parle de lui pour remplacer Hulot? De Rugy, mais est-ce qu'il paraît, il a dit non? Même pas. Ah ouais? Ils sont beaucoup à avoir dit non. Moi, j'observe. Ouais, mais après, tu sais que président national, ça reste Ségolène Royal. L'Assemblée nationale, t'es quand même le numéro 3, je crois, de l'État, de l'État. Après le président du Sénat, après le président du Sénat, qui est Gérard Larcher, jusqu'à droite. De droite. Tu vas pas lâcher ton poste n'importe comment. Ouais, c'est vrai. Non, mais après c'est rigolo. Mais après c'est l'ère Macron, quoi. C'est-à-dire c'est encore une fois celui qui voulait le changement, mais en fait ça ressemble beaucoup à ce qui se faisait auparavant. Avec quand même cette nouveauté-là, quand même, où voilà, t'as quelqu'un qui débarque de nulle part, qui se retrouve dans le corps diplomatique. Surtout que le corps diplomatique français, attention, il est très très prestigieux parce qu'il est très ancien. Il faut savoir qu'on dit souvent, quand on dit histoire, c'est une vieille machine finalement.
que c'est la France qui a inventé la diplomatie. On dit souvent ça. On a vu ce que ça donne aujourd'hui sur la scène internationale. Hein. Allez, dans un instant, justement, tiens, on continuera notre zapping, mais puisqu'on parle de la France, elle est indirectement, peut-être même directement impliquée sur ce qui se passe au Yémen. Bah bien sûr. Et là, on en reparle dans un instant, bien sûr, avec vous, en compagnie de Enver de Santos, notre spécialiste communication, et Monsieur Youssef Brakni, notre prof d'histoire. À tout de suite. LGF, le grand forum, avec Enver de Santos, notre spécialiste com, et Youssef Brakni, notre prof d'histoire avec nous. Alors là, on va faire un petit exercice un peu particulier. Enver, avant d'arriver à la radio, est parti dans une boucherie. Voilà. Et apparemment, nous a ramené un petit truc à goûter. Alors, qu'est-ce que c'est, Enver? Alors, c'est de la cécina. Ouais. C'est de la viande séchée de bœuf. D'accord. Et comme on en a Moi discuté très carnivore. très souvent avec Fatima Wassak, on n'a pas besoin de manger de la viande tout le temps. Non mais ça tu dis ça un carnivore, non et je suis pas il se d'accord. trouve que cette viande justement, moi je persiste et signe, c'est vrai qu'elle est chère, mais c'est justement parce que on salue n'a les pas besoin d'en manger les tout le jumeaux temps. au Lila, vraiment. Voilà, on salue les jumeaux Lila, qu'à un moment donné, bah voilà, il faut acheter de la viande de qualité. T'en achètes rarement, mais de la qualité, et tu te fais plaisir. Voilà. Là, je vais vous faire goûter la cécinée. Vous entendez le bruit du paquet, hein. On aurait dû filmer d'ailleurs, tiens. Ouais. Mais on aurait grave. dû filmer. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais. Alors Youssef peut-être premier parce que j'ai pas envie de me lancer dans des aventures un peu bizarres. Franchement, c'est juste incroyable. Ah ouais? Ouais, énorme. Fais voir, Enver. Franchement, j'ai l'impression d'être un vrai Gaulois du coup là. Parce qu'on parlait de Macron là, oui, franchement. Ça sent le fumet déjà. Ouais. Bah, si tu veux que j'en donne à Lupo. Non. Parce que Lupo va venir sur tes doigts, moi je te le dis. C'est très bon. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? Ah, c'est pas mal. T'as vu? C'est très vraiment. fumé. Voilà. Non, vraiment. Là, c'est la période gastronomie. Servez-vous. Donc ça s'appelle comment? Les jumeaux Ça à. s'appelle de la céchina. Ah ouais. C'est chez les jumeaux, au Lila. Et ça coûte combien? Alors, ça coûte 7,50 €, je crois. Non, 12 €. Je pense que ça vient d'une tradition espagnole. Et l'avantage de cette boucherie, visiblement, c'est qu'ils font tout eux-mêmes, quoi. Tout. C'est ça. Bah, Tout est fait, là, la boucherie là, elle est faite par eux. Bon. c'est notre hommage à Joël Robuchon. Ah oui, c'est pas mal. Ah oui, qui nous a quitté. Donc on va fumer le paquet. On tient à vous le dire, chers auditeurs. On vous aime. Ah, c'est très bon. C'est un peu salé, mais c'est bon. Je suis en train de vivre un moment exceptionnel. Ah ouais. je m'adresse à la femme de Youssef, pas besoin de lui faire manger ce soir. Voilà, tout va bien. Non, merci. On repart dans le zapping. Et justement, tiens, on va aller en pleine mer, parce qu'apparemment il y a une guerre en ce moment que se livrent les pêcheurs français et les pêcheurs britanniques. Ça se passe en pleine Manche. Et apparemment c'est assez violent comme guerre. Écoutez plutôt. Puis des bateaux encerclés, des collisions, des insultes, des jets de pierre au beau milieu de la Manche. En pleine mer, dans la nuit de lundi à mardi, des altercations ont éclaté entre pêcheurs français et britanniques, des pêcheurs de coquilles Saint-Jacques. Dans cette zone de pêche qu'ils partagent, les Français doivent attendre octobre pour travailler, ce qui n'est pas le cas des Britanniques. Une bataille filmée en pleine mer. À gauche de l'image, un chalutier français. Il vient percuter ce navire anglais à droite, au risque de chavirer. Comme lui, une quarantaine de bateaux normands se sont confrontés à des Anglais dans la Manche. Insultes, jets de projectiles, 3 navires ont été endommagés. La gendarmerie est finalement intervenue et les Anglais ont quitté la zone. Il y a une tradition entre pêcheurs de rivalité, quelquefois de rivalité musclée. Là, c'est avec les Britanniques, mais pendant des années, même des décennies, ça a été avec les pêcheurs espagnols. Oui. Bon, c'est vrai que pour les pêcheurs, pas simplement pour les pêcheurs français, pour les pêcheurs de n'importe quel pays, savoir si c'est eux qui gardent l'essentiel du contrôle de leur zone privilégiée, c'est évidemment une question de survie même. Donc voilà, les pêcheurs qui se livrent une guerre en pleine mer pour savoir entre anglais et français en pleine Manche pour la pêche. Youssef, t'étais au courant de cette histoire? Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure dans les médias. C'est assez impressionnant les images. Ah ouais, non mais ils vraiment. se rentrent dedans, quoi. Ils se rentrent dedans, ça s'insulte, c'est violent. Il y a la police qui est intervenue et tout. Non, puis c'est drôle parce que t'as l'impression de revenir au Moyen Âge, quoi. Ouais, les Anglais nous attaquent, tu sais, genre sonner la charge, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Sachez que les pêcheurs en pleine mer se livrent parfois des petits combats comme ça entre bateaux. Tiens, dans un autre sujet dans le zapping aujourd'hui, le gouvernement français qui essaie de faire taire les rumeurs sur une toute autre polémique, qu'il y aura bien un prélèvement de l'impôt à la source dès l'année prochaine. Le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, l'a assuré ce matin, démentant ainsi les informations du Canard enchaîné. Selon le journal satirique, Emmanuel Macron souhaitait se donner quelques jours pour réfléchir à un rétro-pédalage, tant le changement de système s'annonce complexe. Il n'en est rien, selon l'exécutif. Mais pour Laurent Wauquiez, des Républicains, le prélèvement à la source, c'est bien une bombe à retardement. Le prélèvement à la source, c'est une vraie usine à gaz. Le prélèvement à la source ne sera pas bon pour les ménages,
parce que ça veut dire que c'est les Français qui vont faire l'avance de trésorerie pour l'État, ce qui est quand même un comble. Et ça n'est pas bon non plus pour les entreprises, parce qu'on demande aux entreprises de faire le percepteur d'impôts, ce qui n'est pas leur job. Ça n'est jamais mauvais d'arrêter un projet tant qu'il est encore temps. Donc je demande solennellement qu'on revienne sur le projet du prélèvement à la source. Les Républicains et Éric Woerth ont proposé un projet alternatif très simple qui éviterait toute cette usine à gaz et de pénaliser à la fois les Français et les entreprises. Il est encore temps de l'arrêter, mais il faut le faire maintenant. On a déjà étouffé la croissance l'année dernière avec les impôts et les charges. Je demande à Emmanuel Macron de faire attention dans cette rentrée. Et je mets en garde contre toute nouvelle contrainte qui viendrait s'ajouter sur nos entreprises. Voilà, Laurent Wauquiez qui demande au gouvernement d'arrêter en fait ce prélèvement à la source. C'est une bonne chose ou pas, prélèvement à la source, Youssef? Bah, en fait, le prélèvement à la source, à la base, c'est censé lutter contre la fraude fiscale. Ouais. Donc, moi, je trouve ça bien, tu vois. Ça évitera peut-être aux riches et aux potes de Macron d'aller mettre tout en Suisse, quoi. Exactement. Mais après, je pense que les très riches... Très complexe à mettre en place, quand même. Ouais, c'est très complexe, mais la plupart des pays européens, c'est déjà le cas, hein. La France est très en retard sur ça. La plupart des pays européens, c'est déjà du prélèvement à la source, en fait. L'Allemagne, il me semble que c'est comme ça, la Belgique aussi, il me semble. Donc, voilà, donc après... Donc c'est, au lieu de payer 2000 euros d'impôts, je prends un exemple, hein, ouais. Évidemment. Je pense qu'autour de septembre, il y en a pas un qui paye 2000 euros d'impôts par an. Quoique, je sais pas, hein. Non. En même temps, un prof d'histoire, ça peut rapporter, hein. On sait pas. Allons savoir. Au lieu de payer 2000 euros d'un coup, ça sera directement prélevé mensuellement sur la fiche de paye. Oui, c'est ça. À la source, quoi. Mais est-ce que ça risque pas de réduire le pouvoir d'achat, cette histoire? Pourquoi? Bah, parce qu'on aura ça en moins sur la fiche de paye. Ouais, mais c'est par mois. Oui. Bah oui, mais bon, si tu payes beaucoup d'impôts, ça va être une somme importante qui va être ouais, mais il me semble que prélevée. c'est pas la totalité qui prennent tout d'un coup, hein. Ah oui? Le prélèvement à la source, ouais. Ça sera, j'ai lu que ça a été graduel. C'était graduel et tout, qu'ils allaient prendre une partie à la source et qu'après ça va être tout. Mais je pense pas, non, je pense que dès le départ, non. Bah dites-nous, appelez-nous au 01 40 33 9P, est-ce que c'est une bonne chose ce prélèvement à l'impôt qui va être mis en place? Alors c'est vrai qu'on avait parlé dans un premier temps de pousser davantage parce que c'était pas prêt, tout ça. L'exécutif dit non, tout sera prêt. Après, c'est vrai que ça sera une révolution, hein. Ouais. C'est vrai que ça va être une révolution en France, hein, parce que ça va complètement changer les méthodes, enfin les mentalités, les façons de faire, etc. Mais après, moi, en tout cas, dans l'optique de la lutte contre la fraude fiscale, ça ne me gêne absolument pas. Enver, tu partages Abid Youssef ou tu peux avoir un avis différent aussi? Non, franchement, je partage totalement, puisque l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, les gens viennent de plus en plus pauvres. Le pourvoir d'achat, soi-disant, augmente, mais je ne le vois pas et je ne suis pas le seul. Donc ce prélèvement à la source, il va peut-être faciliter certaines personnes, même beaucoup d'entre nous, justement, à ne pas avoir à avoir cette angoisse à la fin de l'année, faut que je mette tant de côté, etc., etc. Ouais, bah oui. Mais c'est souvent en rentrant de vacances qu'il faut payer les impôts. Exactement. En plus, tu me dis, ouais, ça va être moins. Bah non, parce que déjà, ceux qui sont déjà mensualisés. Ouais. En fait, c'est comme s'il était toujours, en fait. Exactement. Ouais. Donc, non, moi, je trouve que ça changerait rien. Franchement, ça change rien. Bah, je vois pas les riches, je vois pas qui pourrait s'en plaindre. Exactement. Ouais. Suppression de l'ISF, d'ailleurs, tiens. Bah oui, bien sûr, suppression de l'ISF. Mais justement, ils donnent des gages par rapport à tout ça aussi. Ouais. Bon, voilà, en tout cas, pour ce qu'il fallait retenir sur le zapping, c'est les moments forts qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, et, également dans la Macronie. 17h. Et 36 minutes. On va maintenant parler d'un sujet dont on parle absolument pas dans les médias français. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, un petit peu à l'image des sorts des Rohingyas. Bon, on a une idée de pourquoi. Bah, peut-être tu vas nous le dire. Alors, pourquoi c'est selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, 450 civils sont morts au Yémen lors des 9 premiers jours de août, ce qui en fait, selon le HCR, l'une des périodes les plus meurtrières depuis le début de la guerre. Si la situation au Yémen ne s'arrange pas, des experts au Haut Commissariat de l'ONU eh bien, pointe les responsabilités des meurtres de civils. Selon eux, les gouvernements du Yémen, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite, donc comme je disais, sont responsables de crimes de guerre, notamment de viols et d'actes de torture. Dans leur rapport, les experts signalent également des crimes présumés commis par des rebelles houthis, selon le document de mars 2015. Écoutez bien, de mars 2015 à juin dernier, on comptabilise près de 6500 décès, mais le chiffre réel pourrait être sensiblement plus élevé, écrivent les experts. Des experts qui évoquent un épisode récent que tout le monde a en tête, une attaque de la coalition qui a frappé un bus dans le nord du Yémen au début du mois d'août, qui avait fait plus de 50 morts, notamment avec dont une quarantaine d'enfants. Et là, il demande à la communauté internationale de prendre conscience des atrocités commises au Yémen et de s'abstenir de fournir des armes
et c'est là que c'est important, qui pourrait être utilisée dans le conflit, une critique à peine voilée aux États-Unis, à la Grande-Bretagne ou encore évidemment à la France qui participe indirectement à la guerre au Yémen en vendant des armes à l'Arabie Saoudite notamment, mais une critique également adressée à l'Iran qui fournirait des armes aux Houthis au Yémen. Selon la coalition, des rapports indiquent que les experts ont des motifs raisonnables de croire que les gouvernements du Yémen, aux Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite sont responsables de violations des droits de l'homme, accusant entre autres ces derniers de recrutement d'enfants. Voilà un petit peu sur ce que ce rapport dit. Il est intéressant en tout cas. Le nombre de morts est assez ahurissant et pourtant on continue de cacher ce massacre qui a lieu sous nos yeux finalement. Personne s'en émeut et c'est une catastrophe quand elle est menée. Alors d'abord, est-ce que le rapport a raison en accusant tout le monde, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les gouvernements du Yémen, les Émirats Arabes Unis? Est-ce que quand même il n'y a pas des torts qui sont quand même un peu plus importants, par exemple du côté de la coalition arabe que de l'Iran, par exemple? Je sais pas. Hein. Je pose la question, Youssef. Pourquoi de l'Iran en comparant à quoi? On compare parce que là on met tout le monde dans le même sac, que ce soit l'Iran qui fournit des armes aux Houthis, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis qui massacrent, hein, voilà. Ouais. Oui, c'est un peu comme ce qu'ils font avec Israël et la Palestine. Voilà, c'est que là il y a pas sur le Hamas, on tranche pas en fait, tout le monde tout le monde est coupable. Mais ça c'est aujourd'hui c'est malheureusement la façon dont fonctionne le droit international aujourd'hui, hein. Les instances internationales, c'est qu'elles sont toujours dans le compromis, mais malgré tout quand même je trouve que c'est intéressant parce que de toute façon, ça sera jamais pareil un groupe rebelle entre guillemets. Ouais. Des États constitués qui siègent à l'organisation des Nations Unies. Les rebelles sont les Houthis, hein. Ouais, les Houthis, voilà. Qui sont du coup soi-disant les alliés de l'Arabie Saoudite. Mais bon, faudrait faire un truc historique, un travail historique. Les Houthis sont pas chiites, les Houthis sont d'obédience zaïdite. Et quand on regarde le rite zaïdite, etc. depuis près. Tu veux dire de l'Iran. Les Houthis, je te parle. Ouais. Non, parce que t'as dit l'Arabie Saoudite, c'est pour ça qu'on sont des alliés de l'Iran. Ce sont des alliés de l'Iran, exactement. Ouais. Merci de m'avoir corrigé. Je t'en prie. Mais c'est complexe. Voilà. Mais en tout cas, les Houthis, qu'on présente comme les alliés de l'Iran, sont, en tout cas, des rebelles, d'accord? C'est pas un État. Chiites. Oui, ils ne sont pas chiites. Les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Le Yémen, ce n'est pas une guerre sunnite contre chiite. Ça, c'est un argument pour neutraliser toute solidarité avec le Yémen. Ça, c'est une des raisons qui explique le silence assourdissant du monde musulman sunnite. Parce que le Yémen, on en parle dans la sphère chiite. Ouais. On en parle en Irak, on en parle en Iran, on en parle au Liban, etc. Le Hezbollah, notamment, en parle, etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est des États là qui sont mis en cause. Donc notamment déjà la coalition, ce qu'on appelle la coalition arabe, qui est faussement arabe, puisqu'il y a que certains États du Golfe, plus le Maroc malheureusement, qui s'est retiré militairement. Militairement, mais qui continue de soutenir. Mais continue de soutenir d'un point de vue logistique, etc. Il me semble. Donc, on est face quand même à un problème d'État là qui siège donc à l'ONU, qui sont accueillis un peu partout dans le monde, et surtout, c'est ça qui est le plus important pour nous du point de vue de notre pays, la France, qui sont armés et financés par la France. Oui. Et ça c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire qu'en fait là on a affaire à des États depuis Hollande à qui on vend des armes de guerre pour aller commettre des crimes de guerre. Et ça en fait dans le droit international ça s'appelle la complicité de crimes de guerre. Ouais. Donc la France est directement ou indirectement? Directement. Et ça c'est pour le cas de l'Arabie Saoudite au niveau des armes. Mais attention, les Émirats Arabes Unis, il faut le savoir, sont formés par des soldats français. Ouais. Les Émirats Arabes Unis testent des armes pour la France, notamment des chars nouvelle génération qui d'ailleurs ont montré qu'ils n'ont aucune efficacité en milieu urbain. C'est une catastrophe. Les chars français là-bas parce qu'ils sont complètement laminés, décimés, mais c'est pas grave parce que les États aujourd'hui du Golfe sont devenus des machines à acheter des armes occidentales pour faire tourner les économies occidentales. Ça ne sert que à ça. D'ailleurs, c'est Trump lui-même qui l'a très bien démontré en ramenant Mohamed Ben Salman, le roi d'Arabie Saoudite, enfin pas le roi, le prince héritier d'Arabie Saoudite, mais c'est lui qui gouverne, à côté de lui avec des graphiques et tout pour montrer à quel point Mohamed Ben Salman finançait de l'emploi, donc 1 million d'emplois aux États-Unis. C'est ça aujourd'hui la réalité des pays du Golfe. Donc aujourd'hui, la France clairement, elle peut être attaquée prochainement pour complicité de crimes de guerre. Enver, je m'adresse aux spécialistes de la com que tu es. Comment on explique, est-ce que nous sommes à ce point formatés pour que ce que l'on a vu début août, c'est-à-dire le massacre de 50 personnes, dont 40 enfants, une explosion d'un bus au Yémen, n'émeut personne? La réalité, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. L'information va très vite. Il y a quasiment pas d'ONG au Yémen, faut le savoir, parce que c'est impossible de travailler. Hein. Elles peuvent pas travailler. L'information va très vite. Et l'information va très vite. Les gens, ils savent même pas enfin, quand je dis les gens, c'est l'individu lambda, celui qui consomme principalement du média mainstream, du BFM ou du CNews, ne sait même pas qu'il y a toujours un conflit au Yémen. Excuse-moi de te couper. J'irais même plus loin. J'irais même qu'il y a une hypocrisie au sein de la communauté musulmane du fait que l'Arabie Saoudite soit impliquée directement
et qui soit à la tête de cette coalition, on ne parle pas du Yémen parce qu'on n'a pas envie d'attaquer l'Arabie Saoudite. Oui ou non? Oui, l'Arabie Saoudite et ses alliés qui l'a fait, Clairement. Voilà. Parce qu'en fait derrière, c'est il y a cette gêne. Comment? Il y a cette gêne quelque part de certains qui vont mais vous par avez exemple jamais... au Hajj et qui veulent pas parler du Yémen. Mais vous avez jamais entendu parler par exemple d'interdiction de vente d'armes à certains pays, notamment à la Syrie par exemple. Vous savez que la Syrie, il est interdit pour la France de vendre des armes à la Syrie, à Assad. Il est interdit à un moment donné à la France de vendre au Soudan d'Omar al-Bashir. Par contre, il était interdit de pas vendre à la Chine communiste, faut le savoir. Il n'était pas interdit d'aller alimenter en armes les groupes d'opposition en Syrie. Bien sûr, Hollande l'a lui-même dit dans son livre. Il a largement inondé d'armes les rebelles syriens, ce qu'on appelait entre guillemets les rebelles syriens. Dans son livre, un président ne devrait pas dire ça. Voilà, dans son livre, un président ne devrait pas dire ça. Et Trump aussi, d'ailleurs, il a lui-même avoué en disant qu'il mettait fin d'ailleurs à ce projet de la CIA qui était d'armer les rebelles dans le nord et dans le sud de la Syrie aux frontières. Et donc là, clairement, en fait, je le dis, la censure, c'est un cas de censure là, clairement, qu'il y a autour du conflit au Yémen, en France notamment, vient du fait que la France est impliquée directement là-bas. Et je tiens à dire qu'il y a eu donc une bataille pour reprendre un port. Il me semble que c'est le port, j'ai oublié le nom. Oui. Alors Sofiane Agdari m'en a parlé l'autre fois. Ouais, j'ai oublié, c'est un nom un peu compliqué. Oui. Mais en tout cas, voilà, ça commence par un HO, j'ai oublié. Et donc, pour reprendre ce port, il faut savoir qu'il y a eu des forces extérieures, des forces spéciales extérieures, occidentales, et notamment certains journalistes ont dit françaises, israéliennes, émiraties, saoudiennes et américaines, pour reprendre ce port Houthi qui sont extrêmement bien organisés, qui sont des guerriers redoutables. Et il faut le savoir que à l'époque du Moyen-Orient où l'Égypte était gouvernée par Nasser, eh bien l'Égypte et l'Arabie Saoudite se faisaient la guerre au Yémen par groupe interposé. Et qui était allié de l'Arabie Saoudite à l'époque? C'était les Houthis. Ah oui. Bah oui. C'est pour ça que je vous dis que quand on vous présente ça comme une guerre entre chiites et sunnites, c'est ridicule. Parce que le Yémen du Sud était marxiste et donc était soutenu par les socialistes, et le Yémen du Nord, qui était du coup tenu par les Houthis, était plutôt plutôt nationaliste, religieux, etc. Et donc ils étaient soutenus par l'Arabie Saoudite à l'époque. C'est ça la vérité. C'est l'unique vérité. C'est qu'en fait c'est qu'une question d'intérêt. À l'époque, l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui était du coup tenu par le Shah d'Iran, allié des États-Unis, n'était pas l'ennemi de l'Arabie Saoudite. Pourtant, il était déjà chiite. Oui, mais pourtant, le Shah d'Iran s'appuyait sur un gouvernement, sur une légitimité chiite, sur le clergé chiite. Khomeini était en rébellion contre le clergé chiite qui a prêté allégeance au Shah. Mais à l'époque, l'Arabie Saoudite ne présentait pas le grand ennemi chiite à l'époque. Maintenant, là, parce qu'il devait se taire. Parce que le Shah d'Iran était l'allié des États-Unis. L'ennemi à l'époque, c'était l'Égypte nassérienne, c'était le nationalisme arabe, c'était le socialisme arabe, etc., etc. C'est ça la seule vérité unique. C'est pour ça que ça me fait rire quand je vois des gens qui me disent non, les Houthis on n'en parle pas, parce qu'il y en a quand même qui me disent ça. C'est des chiites, ils ont ce qu'ils méritent, etc. Ce sont des choses qu'on peut voir effectivement. Et ils ne sont pas chiites, je le répète, ils sont d'obédience zaïdite. C'est une des branches les plus proches de l'islam sunnite. Mais après, toi, tu peux poser la question dans notre communauté, justement, pourquoi les gens réagissent plus justement à une affaire Tariq Ramadan plutôt justement qu'à une injustice telle qu'au Yémen. Moi je pense que c'est lié. Justement à mais moi je pense que injustice, mais moi je pense que Tariq Ramadan, c'est un bon parallèle. C'est quoi le parallèle? Exactement. C'est qu'en fait Tariq Ramadan et pour le cas de la Syrie, pourquoi ça se bouge plus sur ces deux cas-là, parce qu'en fait quand on regarde de plus près, c'est les mêmes réseaux qui agitent. Quand vous allez par exemple aller au Bourget, vous voyez pas des écrans géants de Syria Charity, etc. qui tournent en boucle avec des scènes de boucherie insoutenables, etc. Vous êtes obligé de donner de l'argent. Franchement, c'est indécent en fait. C'est-à-dire qu'on entend des cris, c'est super fort et tout, etc. Parce qu'en fait, c'est les mêmes réseaux qui ont activé autour de Tariq Ramadan qui activent autour de la Syrie. Et ces réseaux-là, UOIF, etc. ne bougent pas pour le Yémen. Ne bougent pas pour le Yémen parce que pourquoi? Parce que voilà, dans l'axe aujourd'hui du Moyen-Orient, les frères musulmans ne sont pas. Mais il y a personne qui bouge avec pour le Yémen. Les Houthis. Personne. Je veux dire, il y a peu de gens en tout cas. J'ai dit en fait parce que nous on a un regard à partir de nos médias, mais en fait quand on regarde les médias, je sais pas, Al-Maïden, tous les médias un peu contre Al Arabia, contre Al Jazeera, etc. Si on en parle quand même. Parce que nous on est dans une sphère justement. C'est une guerre Arabie Saoudite-Iran qui se joue au Yémen. En fait à la base non, mais du coup ça l'est devenu. Voilà, c'est devenu. Donc c'est l'Iran contre le reste du monde quoi. Ouais, grosso modo, ouais. Mais en tout cas, l'Iran pour le moment se débrouille très bien, parce qu'on est en train de gagner un peu partout, et la coalition arabe est un échec. Elle a des soutiens l'Iran derrière. L'Iran, ça va plus s'appuyer sur sur ses réseaux locaux, on va dire, par ses groupes, etc. Qu'elle arme, qu'elle finance, qu'elle soutient politiquement, mais aussi elle s'appuie de toute façon sur un réseau maintenant international comme la coopération de Shanghai avec la Chine, la Russie. Bon, ils essayent de se débrouiller là parce qu'il y a les sanctions qui reviennent. Mais en tout cas, grosso modo, il faut faire attention. Le conflit au Yémen actuel, c'est pas un conflit Iran-Arabie Saoudite à la base, c'est des conflits internes à l'histoire
du Yémen. C'est des logiques internes, c'est des vieux conflits. Il faut savoir que le Yémen est un État récent, qu'avant il était divisé en deux. Il y avait le Yémen du Nord, le Yémen du Sud. Et c'est ça qui revient. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plus le marxisme, etc. Aujourd'hui, c'est Daesh, c'est Al-Qaïda, c'est les Houthis, c'est d'autres idéologies, mais c'est les mêmes problèmes en réalité. C'est la question du partage des richesses, etc. Et vous avez entendu, vous, un dirigeant du monde parler de la situation au Yémen? Un dirigeant du monde? Non, peut-être Poutine. Peut-être Poutine a dû peut-être en parler pour agacer. Pour dire ouais, en gros vous bombardez là-bas, on vous dit rien et vous venez ici pleurer peut-être sur les bombardements d'Alep, même etc. Erdogan n'en a pas parlé, sauf si je me trompe. Non, Erdogan je pense pas, non. Erdogan il est dans la sphère aussi pareil très riche, hein. Ouais. En tout cas, voilà, c'est un véritable massacre qui se joue là-bas quand même, ce que personne n'en parle, mais il est important qu'on en parle ici, se servant de ce rapport qui vient de sortir, certes, qui ne tranche pas et accuse tout le monde finalement, mais en tout cas, a le mérite d'exister et de pointer du doigt un massacre vraiment qui est peut-être l'un des pires en ce moment sur cette terre, c'est le pire. D'ailleurs, ouais, bah, surtout c'est les conséquences. C'est sur 50 ans, 60 ans, les experts ils disent qu'il se relèvera, le Yémen ne se relèvera jamais de ça. Et surtout, il faut savoir que le Yémen, c'est le pays, il y a le choléra, etc. Choléra. Et c'est le pays à grande arabe, échelle, pas comme en Algérie. Ouais, en Algérie c'est restreint pour le moment. Mais bon, faut s'attendre à tout en Algérie. Même si le Maroc et la Tunisie se sont barricadés, paraît-il. Bah oui, déjà on a vu la réaction du Maroc face à Ebola, qui était vraiment désastreuse, inadmissible de mon point de vue. Mais en tout cas, le Yémen, je le répète, c'est le pays arabe le plus pauvre de tous les pays arabes. Il est attaqué par le pays arabe le plus riche. Et ça veut dire quelque chose quand même. J'aime bien cette phrase, tu peux nous la répéter avant la pub? Je disais que le Yémen, c'est le pays arabe le plus pauvre de tous les pays arabes, et il est attaqué par le pays arabe le plus riche. Bon, allez, ça vaut bien un peu de pub de Carrefour et compagnie, et on se retrouve dans un instant, tout de suite. Merci d'être avec nous en direct avec Youssef Brakni, notre prof d'histoire, et Enver de Santos, notre spécialiste communication qui nous a fait manger. Ouais, on a bien mangé. Ça fait manger presque du porc, mais c'est pas du porc. Ça avait non, c'est pas du porc. Hein. Ça avait le goût, l'apparence, mais c'était halal, je rassure nos amis auditrices et auditeurs. Ok, nous aussi on peut se faire fair play avec de la charcuterie. C'est vrai que j'ai failli faire avoir en Espagne cet été. Là. Comment? Bah, dans un hachis parmentier. Non. Ah ouais, failli me faire avoir. Ils ont mis quoi dedans? Ils ont mis du porc. Voilà. Lardon. Ah ouais. Non, de la viande de porc, je sais pas ce que c'est, j'ai pas. Ah, et donc ils ont fait, ah ouais, ok, parce qu'en fait, il y a une préparation de viande hachée. En fait, l'hachis parmentier, c'est toute la viande qui n'arrive pas à fourguer. Enfin, tu mets de la viande hachée plus du porc, ça donne un autre goût. Voilà, en fait. c'est ça. Et j'ai failli me faire avoir. Mais tout le monde ne le fait pas normalement. C'est comme les spaghettis bolognaise, à la base, c'est des boulettes de porc. C'est ça. Exactement. Bon appétit, bien sûr. Alors, c'est parti pour terminer Libertad qui va prendre une autre tournure à partir de la semaine prochaine. Vous devrez être attentif, hein. Donc, on va faire plus de Libertad, mais ça durera moins longtemps. Voilà, ça sera la minute Libertad où un auditeur aura une minute d'antenne pour s'exprimer, nous livrer pourquoi pas un coup de cœur, un avis tranché, un coup de gueule. Voilà, juste avant la pub comme ça, hop, histoire de bien digérer. La Libertad, donc la minute Libertad, ça sera 3 fois dans l'émission à partir de lundi. Alors Libertad, c'est maintenant 01 40 33 9000, que vous soyez de Dijon, Marseille, Clermont-Ferrand, partout ailleurs ou dans le monde, puisque vous avez peut-être eu le loisir de télécharger l'application France Maghreb 2 et donc d'emmener votre radio avec vous en vacances. Si vous n'êtes pas encore rentré, eh bien de nous appeler 00 33 1 40 33 9000 si vous avez un truc à dire, si vous souhaitez vous exprimer sur un des sujets que l'on a évoqués, mais peut-être aussi nous proposer d'autres sujets comme mardi soir, c'était marrant, un auditeur nous demande de parler de l'éducation sexuelle à l'école. Le lendemain, Fatima Wassak nous fait un avis tranché qui a été ultra partagé pour le coup. Et voilà, vous pouvez aller le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous allez sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, bien sûr. Alors que notre ami Medjahed entre en studio pour son émission d'après qui arrive à grands pas. Medjahed, il arrive toujours après parce qu'on a mangé il y a quelques instants. Medjahed, je sais que t'aimes bien bouffer. Ouais, pour le coup, t'as loupé. Hein. On a mangé du porc. Ah bon? Non, je plaisante évidemment. Non, t'inquiète, Medjahed, promis, la prochaine fois j'en apporterai encore. Inch'Allah. Voilà, du truc fumé qui vient des jumeaux au Lila, une super boucherie vraiment qu'on vous recommande. Oui. Ouais. Il n'en peut plus, Medjahed. Ouais, non, il nous tue, Medjahed. 01 40 33 9000 si t'as envie de prendre la parole, c'est maintenant, c'est Libertad sur France Maghreb 2 dans l'émission Le LGF qui a fait sa pré-rentrée et qui fera sa véritable rentrée à partir de lundi avec notre invité Malik Bezou. Vous connaissez Malik Bezou? Ouais, je connais, ouais. Il est passé d'ailleurs sur une émission récemment sur Tariq Ramadan. Ah oui? Sur LCI, ouais. Faudra en parler avec lui, je pense, lundi. D'accord, oui. Tu nous donneras un petit peu l'angle, là, pour voir un petit peu à qui on a affaire. En tout cas, on va parler de l'islamisme, puisqu'il en a fait un livre. Et on parlera de ce terme utilisé à très mauvais escient, pour le coup, par les médias, par les hommes politiques, etc. Le bonsoir qui est là? Oui, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Samia de Marseille. Bonsoir, Samia de Marseille. Comment ça va? Il paraît qu'il fait super beau à Marseille. Oui, je confirme. Oui, très beau. On a des membres de l'équipe, je tairai le nom, qui sont là-bas et qui nous font profiter des photos, des calanques et compagnie. Donc, super sympa. Nous, on est rentrés.
et continue de nous faire rêver. Bon, alors Samia, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'appelais en fait pour féliciter tous les pèlerins qui sont rentrés et qui continuent à rentrer. Donc, je sais que c'est pas le sujet. Bon, comme c'est. Ouais, mais c'est Libertad, hein. Faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est ce que je disais, voilà. Donc, féliciter tous les pèlerins. J'espère pour eux que tout s'est bien passé. Moi, mes parents étaient là-bas, ils sont rentrés hier. Alhamdoulilah. Voilà, donc malgré qu'il y a eu la tempête, etc. là-bas, donc... Alors, puisque vous soulevez ce sujet, j'ai eu quelqu'un que vous connaissez tous, Bajrafil, au téléphone hier. Il a été aussi à la Mecque. Oui. Il a été extrêmement déçu de véritables arnaques auxquelles assistent des pèlerins. Des hajj qui sont de plus en plus chers. Ils devaient se retrouver dans un hôtel 4 étoiles. En fait, ils sont arrivés là-bas, c'était un hôtel qui était même pas classé. Ils dénoncent aussi les fast-food qui se multiplient aux abords de la Mecque, McDo et Burger King et compagnie. Voilà, et apparemment ça se passe pas aussi bien qu'on nous le dit, hein. Exactement. Nous, concernant le groupe de mes parents, donc ils ont été très bien reçus. Au niveau de l'hôtel, ils n'avaient rien à dire. Ouais. Étant donné qu'il y a certaines personnes qui sont malades de diabète, etc. Ils avaient des infirmières pour les femmes qui passaient chaque soir pour contrôler tout ce qui était diabète, tension, etc. en fonction des maladies de chacune, et un infirmier pour les hommes. Donc nous, concernant notre groupe, alors ils sont partis avec une personne qui, je ne sais pas si je peux dire le nom ou pas, et qui a été très très bien organisée. Bon, donc, je vous pose une question. Samia, je vous pose une question un petit peu anodine, comme ça, hein, soit dit en passant. Vous qui êtes un petit peu au courant de ce qui se passe dans le monde, je suppose, est-ce que votre conscience, demain, j'espère que vous ferez votre hajj le plus tôt possible, est-ce que votre conscience vous empêcherait d'aller faire le hajj, sachant que l'Arabie Saoudite participe notamment, mais pas seulement, au massacre des Yéménites? Est-ce que ça pose un problème ou alors ça n'a absolument rien à voir pour vous? Alors, pour moi, comment dire, c'est une obligation de faire le hajj. Donc, que l'Arabie Saoudite participe ou non, c'est une obligation dans la religion. Donc, si un jour je venais à le faire, je le ferai par rapport à la religion et non pas par rapport au fait que tel pays ou tel pays participe à telle chose ou à telle chose. Comme quoi, c'est un sujet extrêmement sensible. Merci en tout cas, Samia de Marseille. Merci, Samia. De nous avoir appelés. Merci à vous. À bientôt. Et profitez bien de Marseille, hein. Voilà. Merci bien, oui. À bientôt. Bon, et ben c'est terminé pour ce soir. Ça passe super vite puisque ma nouvelle résolution de cette année, c'est de rendre l'antenne à l'heure. Donc je vais m'y employer. Youssef, on te revoit quand, toi, Youssef? Bah, écoute, là, je vais essayer de faire ma petite rentrée tranquille, prendre mes marques. Ouais. Sur me caler par rapport à mon emploi du temps et celui de mes enfants surtout. Parce que ça va être dur. Je vais courir, je pense, cette année encore. Est-ce que c'est vrai que Wauquiez nous dit que enseigner la Shoah, c'est compliqué devant des musulmans? Mais, franchement, moi, j'ai toujours enseigné en rep ou pas forcément en rep, mais en tout cas en banlieue. Franchement, j'ai jamais eu aucun problème, que ce soit au collège, lycée, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Après que parfois il y a des questions. Ouais, des questions, puis parfois peut-être des comportements, tu sais, un peu provocateurs et tout, mais c'est des ados, c'est des petits. Ouais. Tu vois, ils sont en pleine, on n'arrête pas de dire tout le temps qu'ils sont en pleine construction, pleine réflexion. Ok, bah tu recadres, tu te dis non, regarde, non, tu vois, c'est pas possible. Mais je sais pas parce que j'ai jamais eu affaire à ça. Mais si je pense que si par exemple j'ai affaire à un élève qui me dit non, ça n'a jamais existé la Shoah, etc. Donc je dis voilà, regarde, écoute, l'histoire c'est une science, faut démontrer ce qu'on dit. Voilà, on a démontré par ça, par ci, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, mais sinon faut arrêter quoi. Donc Laurent Wauquiez, vous dites n'importe quoi. Voilà, il veut revenir. Wauquiez veut revenir. Ouais. Voilà, bon. c'est ça. Enver, à bientôt. À très bientôt. La semaine pro. Écoute, on va essayer parce que c'est aussi la rentrée pour mon service. Ouais. Donc je vais essayer de m'organiser, mais je pense pouvoir être là. En tout cas, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera celle d'après. Merci à tous. Excellente soirée dans un instant. Medjed pour la suite des programmes sur France Maghreb 2. Une excellente soirée. Merci d'écouter France Maghreb 2. C'est vraiment là que ça se passe. Vous avez compris en tout cas, et de plus en plus d'ailleurs. 18h, le flash, le rappel de l'actualité de ce jeudi soir avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Force ouvrière va proposer aux autres syndicats un appel à la grève contre la casse du modèle social. Ce sera en octobre. Le secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau, était reçu ce matin à Matignon. Le Premier ministre Édouard Philippe consulte pendant toute une semaine les organisations syndicales et patronales, à propos notamment de la future réforme de l'assurance chômage. Moi j'aime la France et les Français et je les aime, ces tribus gauloises. Emmanuel Macron se défend après sa phrase polémique hier. À Copenhague, le chef de l'État avait comparé les Danois, peuple luthérien qui a vécu les transformations, aux Gaulois réfractaires au changement.
Du changement à venir au ministère de la Transition écologique, qui remplacera Nicolas Hulot. En attendant de connaître le nom de son successeur, 10 associations de défense de l'environnement appellent Emmanuel Macron à changer de cap. Ces ONG accusent Emmanuel Macron d'avoir voulu ménager la chèvre écologique et le chou productiviste. Chez Air France, un nouveau comité central d'entreprise. L'intersyndicale a publié ce matin un communiqué pour fustiger, je cite, l'attitude totalement irresponsable des dirigeants et promettre un durcissement du conflit. À propos des salaires, les mêmes revendications que lors de la grève il y a 3 mois. Tennis, 8 Français sur les cours de l'US Open de tennis à New York ce soir et la nuit prochaine. La tâche s'annonce très compliquée, notamment pour Benoît Paire face à Roger Federer, pour Nicolas Mahut opposé à Alexander Zverev ou encore pour Gaël Monfils contre Nishikori. Pierre Hugerbert défie lui l'Australien Nick Kyrgios. Football, on ne change pas une équipe qui gagne. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a dévoilé sa première liste depuis le triomphe au Mondial, c'était en Russie. Sans surprise, tous les champions du monde sont reconduits pour disputer la Ligue des Nations face à l'Allemagne et face aux Pays-Bas. Seule modification, le gardien Steve Mandanda, qui est blessé et qui est remplacé par Benoît Costil. Et puis Adil Rami, qui avait pourtant annoncé sa retraite internationale, a lui aussi été rappelé. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.